Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias De Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée « Le système musculaire », a été réalisée le 28 mai 2021. Sous la peau, sous ce qui nous protège, se trouve une autre structure protectrice, n'est-ce pas? Les muscles. Au-delà de leur fonction protectrice, leur rôle principal est la mobilité. Ce sont les muscles qui permettent le mouvement et la souplesse de tout le corps. Et c'est l'un des tissus les plus importants pour préserver les autres systèmes, car ils sont chargés de maintenir l'organisme à une température constante. Oh, je ne savais pas ça. Ce que j'aimerais vraiment comprendre, c'est comment ils font pour bouger. Parce que peut-être que bouger est tellement naturel pour nous qu'on n'a aucune idée de tout ce qui doit se passer pour qu'on puisse bouger un simple muscle. Eh bien, on pourrait dire que ce système est un réseau complexe interconnecté au système nerveux, qui envoie et reçoit des signaux des muscles pour les faire bouger. Comment les muscles sont-ils apparus? Au début du développement cellulaire, les cellules vivaient dans des milieux liquides déplacés par les os. C'est donc l'environnement qui leur permettait de se déplacer. Mais elles dépendaient exclusivement des courants pour trouver de la nourriture. C'est pourquoi certaines cellules prokaryotes ont développé la capacité de se déplacer grâce à une petite excroissance qu'elles pouvaient agiter en la faisant tourner en cercle, ce qui leur permettait de se déplacer dans l'espace. Oh, comme un spermatozoïde. Tout à fait. Cependant, les eucaryotes ont trouvé une forme plus complexe, à savoir l'articulation de groupes cellulaires qui se sont spécialisés dans la mobilité. C'est ainsi qu'après des millions d'années d'évolution, les myocytes ou cellules musculaires sont apparus. Comment communiquaient-elles? Autrement dit, comment savaient-elles qu'elles devaient bouger? Grâce à des décharges électriques. Comme si on les électrocutait? Eh bien, juste assez pour les faire vibrer sans les tuer. Les impulsions électriques sont de petites décharges provoquées dans le système nerveux qui transmettent l'information d'un point à un autre à partir des axones. Extension des cellules neuronales qui libèrent au niveau de terminaison nerveuse une molécule neurotransmettrice appelée acétylcholine qui transporte l'énergie vers les récepteurs cellulaires. La décharge elle-même envoie un courant électrique à la membrane cellulaire musculaire, produisant une synapse, pont de connexion, qui fait réagir la membrane cellulaire en la dépolarisant. Cela signifie qu'une cellule se protège généralement par des moyens magnétiques, par exemple en projetant toute sa charge positive vers l'extérieur pour repousser toute particule qui s'approche, et qu'il s'ouvre pour recevoir si ce facteur négatif s'étend vers l'extérieur, ce qui la transforme en récepteur. Ainsi, l'acétylcholine provoque ce changement de polarité, afin que la cellule reçoive cette décharge d'énergie qui sera traitée par la mitochondrie, produisant la réaction chimique à l'intérieur de cette cellule, laquelle présente une particularité. Celle-ci se distende ou se contracte en fonction de cette décharge. Oui, comme un mini électrochoc qu'un corps peut ressentir lorsqu'il perçoit un courant et que les muscles se tendent, mais à une puissance infime. La raison pour laquelle cela se produit est que les fibres musculaires, ces cellules du filament musculaire, sont composées de deux protéines principales appelées myosine et actine, entrelacées comme un tissu. La myosine est épaisse et sombre, tandis que l'actine est claire et fine. Et toutes deux réagissent à cette impulsion électrique en se contractant l'une contre l'autre ou en se distendant, ce qui produit l'élasticité musculaire. Waouh, je trouve fascinant
que ce que nous considérons comme banal lorsque nous bougeons n'importe quelle partie du corps proviennent de mécanismes aussi simples et minuscules. Donc un muscle est constitué d'une succession de longues cellules composées de ces protéines qui réagissent aux impulsions électriques du système nerveux. Celles-ci reçoivent ces impulsions en raison de facteurs environnementaux. Les 5 sens reçoivent des données externes qui sont assimilées par le cerveau, lequel transmet l'impulsion aux muscles appropriés afin qu'ils réagissent en fonction de la situation. C'est incroyable, car tout se passe en quelques millièmes de secondes, et cela dans une telle quantité de cellules. Combien y a-t-il de muscles chez l'être humain? Environ 650 muscles, qui se divisent en 3 types, lisses, cardiaques et striés. Les muscles lisses sont ceux qui produisent les contractions des organes internes et que nous ne pouvons pas contrôler à volonté, car ils font normalement partie du système nerveux parasympathique, qui implique un fonctionnement constant du système viscéral. Le muscle cardiaque est connu sous le nom de myocarde. C'est un muscle involontaire qui forme le cœur, sur lequel nous n'avons pas non plus de contrôle volontaire. De manière involontaire, le cœur bat entre 60 et 100 fois par minute, propulsant le sang à travers le système circulatoire. Les muscles les plus connus sont ceux que nous sommes capables de contrôler, ou dont nous pouvons au moins percevoir les mouvements. Les muscles striés, également appelés muscles squelettiques, car ils sont reliés au système osseux. Leur fonction est de déplacer la structure du corps et de générer le mouvement par la contraction ou la distension des cellules musculaires, ce qui provoque l'allongement des tendons reliant l'os aux muscles. Ainsi, à la manière d'un ressort élastique, la structure est mise en mouvement. Pourquoi appelle-t-on cela un muscle? Le mot vient du latin muso, qui signifie souris. Souris? Oui, muscle fait référence à une petite souris, hulot diminutif. Cela s'explique par le fait que le mouvement du muscle des jambes du haut en bas donnait l'impression qu'une souris se déplaçait à l'intérieur, raison pour laquelle ce muscle a été appelé muselot. En grec, le mot muscle est myos, d'où proviennent des mots tels que myocyte ou myocarde. Par la suite, ce terme s'est étendu à tous les autres muscles. L'accumulation de protéines soumises à une tension électrique constante fait de la chair musculaire une source riche en nutriments et en protéines qui stockent la réserve de chaleur énergétique du corps appelée calories, lesquelles sont utilisées par le mouvement et pour maintenir tous les organes à une température adéquate. Pourquoi 37 degrés? Est-ce une température adéquate? Au-delà de 30 degrés, la plupart des virus, bactéries, microbes et parasites meurent, généralement. C'est pourquoi le maintien de cette température et de cette pression interne nous protège des infections causées par des agents externes qui se trouvent généralement à température ambiante. Les muscles s'en chargent donc. Intéressant. En général, les muscles s'organisent en paires appelées agonistes, ceux qui se contractent pour effectuer une action, et antagonistes, ceux qui se relâchent pour effectuer l'action opposée. Les tissus musculaires sont composés de fibres constituées de myofibrilles disposées en stries, qui sont intégrées dans une couche appelée sarcolemme, laquelle les contient au sein d'un ensemble de diverses structures similaires appelées fascicules, qui, à leur tour, s'organisent en groupe, l'endomysium, est l'intérieur du muscle, et c'est là que s'étendent les conduits circulatoires ou vaisseaux sanguins. Le tout est contenu dans l'hypomysium, dont les extrémités se transforment en tendons. La consommation de fibres alimentaires aide à maintenir le tonus musculaire, ce qui assure la stabilité, la souplesse et l'agilité de l'organisme tout entier. C'est comme si, sans les muscles, non seulement nous ne serions pas protégés, mais nous ne pourrions plus bouger du tout. Les muscles sont le corps visible des systèmes universels. Ce sont les millions de cellules communes du cosmos qui accomplissent les fonctions de transformation. Dans l'univers, il existe de nombreuses formes de vie, et la plupart servent de réserve d'énergie pour protéger le reste des systèmes sensibles. Comment ça? Attends, je n'ai pas compris cela. La plupart des êtres vivants sont au service des systèmes primaires, la réserve d'énergie, de données, que les systèmes principaux utilisent pour leur développement. Ils se protègent en s'entourant d'eux,
en tirant de l'énergie de ceux-ci, et en même temps, ces muscles cosmiques vivent de cette énergie générée par les systèmes sensibles. Comment le comprendre de manière plus logique, c'est-à-dire en tant qu'humain? Eh bien, on pourrait le comparer à un stade de sport. Imagine le football. Les 22 joueurs fonctionneront comme les systèmes nerveux et circulatoires, ainsi que le système endocrinien. Les joueurs généreront les tensions nerveuses et la circulation des hormones qui provoquent les réactions dans les tribunes. Les tribunes sont comme un ensemble de myocytes répartis en deux équipes, les agonistes et les antagonistes, qui exerceront des forces contraires en fonction des signaux envoyés par le jeu des sportifs. Les ondes de réaction électrique déplaceront les myocytes dans un sens ou dans l'autre, provoquant un mouvement général qui affectera les performances des joueurs. D'une certaine manière, les joueurs provoquent des réactions dans les tribunes auprès du public, pour puiser leur force et les pousser à jouer avec plus d'intensité. Des milliers de personnes alimentent l'action des 11 joueurs qui représentent les systèmes centraux. Cela signifie qu'il y a environ 95% d'êtres dans l'univers qui ne prennent pas leurs propres décisions, mais qui génèrent de l'énergie et réagissent aux impulsions d'autres êtres qui, eux, ont une intention. C'est moche. Enfin, ça me donne l'impression que la majorité des gens sont des cellules utilisées par une minorité. À quoi ça te fait penser? À de la manipulation, enfin, à ce que beaucoup d'humains essaient d'éviter dans la vie, à savoir des systèmes d'oppression, des complots dans lesquels l'humanité est contrôlée par une poignée de personnes. Pourquoi ça te semble injuste? Parce que c'est comme si une poignée de personnes vivait aux dépens de nous tous. Je ne comprends pas où est le problème. Putain, enfin, certains fournissent la force, l'action, le travail pour que quelques-uns puissent se maintenir à l'abri à l'intérieur, tandis que les autres se battent. Quel est le problème? Que ça me semble injuste. Comment ferais-tu? Que chacun soit libre de faire ce qu'il veut. On appelle ça des organismes unicellulaires. Ça fonctionne depuis des millions d'années. Des prokaryotes et des eucaryotes, qui ne sont pas allés plus loin qu'une culture unicellulaire, dans les océans et les marécages. Tu veux dire que nous ne serions pas humains sans ce système d'oppression? Ta mentalité humaine, ton histoire, t'ont amené à interpréter cela comme un système d'oppression. Mais ce n'en est pas un. C'est un système d'ordre. Si chaque cellule de ton corps voulait se libérer du corps, tu cesserais d'exister. Il n'y aurait plus de raison d'être humain, ni d'être quoi que ce soit en réalité. Tu comprends? Les organismes unicellulaires s'assemblent en organismes multicellulaires parce que chacun possède une qualité, mais en manque d'une autre. La plupart des cellules possèdent la capacité d'agir, mais pas celle d'avoir une intention. Elles ont de la force, mais ne savent pas à quoi l'utiliser. Alors, un neurone leur dit quoi faire et où, et ainsi, des milliers de ces cellules trouvent un but. Sans ce neurone, les autres seraient mortes. Ta vision de la liberté ne vient pas de l'horreur du système, mais des maladies produites dans un organisme. L'humanité vit aujourd'hui un processus semblable au syndrome de Tourette, dans lequel le système nerveux fonctionne mal, poussant les muscles à agir de manière erratique, agressive et déchargeant une tension et des actions sans sens, ni aucun contrôle. C'est ce qui te fait croire que le système est mauvais. Ce sont les neurones qui sont malades, pas le système lui-même. Oh, je comprends. C'est comme juger toutes les eaux parce qu'il y a eu un tsunami à Sumatra. Tu comprends? Ça n'a aucun sens. Ce sont certains neurones humains qui fonctionnent mal, et cela te fait voir cela comme un système d'oppression sans liberté. Dans toutes les dimensions, dans tous les systèmes, nous avons tous besoin de tous. La symbiose est primordiale. Les capacités innées de chaque cellule ne servent à rien sans l'interaction des autres. Et connaître le potentiel propre à chacun aide à reconnaître la place que l'on peut occuper. Toutes les cellules ne peuvent pas être des chefs. Toutes ne peuvent pas être des employés. Tous ne peuvent pas être des enseignants ou des agriculteurs. La diversité nous mène
à avoir besoin les uns des autres pour devenir un être. Ainsi, la plupart des cellules ont la capacité d'agir, tandis que quelques-unes possèdent l'impulsion, et d'autres encore l'intention, la planification, l'idée. C'est ainsi que ce que tu considères comme un système oppressif dans la vision révolutionnaire humaine n'est rien d'autre que le système symbiotique le plus parfait d'action universelle. Et pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas chez nous? Parce que vous êtes une espèce en voie d'évolution consciente. Vous vous exercez à comprendre comment cela fonctionne au niveau mental. Vous recherchez le pouvoir intérieur de chaque cellule et vous considérez que ne pas l'avoir trouvé est dû au fait que quelqu'un vous l'a enlevé. Et non, c'est simplement la capacité des autres à gérer ce pouvoir qu'ils ont pu prendre le contrôle parce que vous ne l'utilisez pas. Alors, nous devons reprendre le pouvoir. Et pour cela, tu dois te connaître. Et te connaître implique de découvrir ton potentiel, et non de croire qu'être libre implique de posséder le potentiel des autres. C'est cela la conditionnalité, le réseau, l'interaction. La force de l'ensemble surgit lorsque l'on découvre la potentialité de chacun partagée dans l'ensemble, en recevant les impulsions nerveuses qui activent l'action. La force des muscles est celle de l'ensemble d'une espèce et le cerveau vit à travers nous, car nous oublions que notre pouvoir n'est pas de prendre le contrôle du cerveau, ni de nous, en séparer en nous en libérant, mais de prendre les rênes de notre force intérieure, en sachant qu'elle est pour l'ensemble. Nous sommes tous un. La question est de savoir où tu places ta force pour que cet ensemble se mette en mouvement. Tu sais déjà ce que tu peux être. Une bactérie, un prokaryote dans l'océan. Mais collectivement, tu sais que tu peux être bien plus. Je prends la force et l'exemple de mes muscles. Donc, sachant que l'énergie qui protège le reste des systèmes, ce sont les myocytes, les humains qui fournissent la force pour rendre la civilisation possible. En reconnaissant que les systèmes internes sont les ministères et les organismes qui, s'ils ne sont pas malades, permettent la force de ces actions pour l'ensemble. Nous ne faisons qu'un. Il suffit de reconnaître la place de chacun. Et à partir de là, nous pouvons être tout. Tiens-toi droit, retrouve la force en toi. Je suis la force. Et avec elle, sois flexible. La clé de ce système, ce n'est pas le pouvoir. Tu sais déjà ce que c'est. Le mouvement. Alors bouge, exerce ton corps, active tes muscles, allume la chaleur et la force en toi, et avance dans la vie. Et à chaque acte, tu sauras que tu nourris un être bien plus grand que nous tous. Et que je suis.